La machine a capté les sons. C'était par une belle soirée d'été. Klausner poussa le portail et, contournant d'un pas vif la maison, se rendit au bout du jardin. Arrivé devant une baraque en bois, il ouvrit la porte qu'il referma derrière lui. Devant le mur de gauche, un long établi encombré de fils électriques, de batteries et de petits outils coupants. Dessus était posée une boîte noire d'1 mètre de long qui ressemblait à un cercueil d'enfant. Klausner alla droit vers la boîte qui était ouverte, se pencha et examina attentivement son contenu. Il fureta dans un enchevêtrement de fils de couleur, de tubes argentés, prit sur la table un papier, l'étudia et se remit à considérer la boîte, passant les doigts sur chaque fil pour éprouver la solidité de tous les joints, non sans s'arrêter de temps en temps pour consulter le papier, vérification minutieuse qui dura près d'1 heure. Puis, les yeux toujours braqués sur son contenu, il se mit à manœuvrer, en tâtonnant, 3 boutons sur le devant de la boîte, sans cesser d'examiner le mécanisme intérieur, cependant qu'il se parlait à voix basse, hochait la tête, esquissait un sourire, les mains toujours actives, les doigts prestes et légers. Au moment d'une manipulation particulièrement délicate et difficile, sa bouche grimaçait, prenait des formes bizarres, il murmurait « Oui, oui, maintenant à celui-là. C'est son tour. Mon Dieu! Est-ce que je ne me trompe pas? Où est mon plan? Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, oui. Et maintenant? Bien. Bien. Absorbé et fiévreux, il travaillait comme s'il était talonné par le temps, en proie à une agitation violente et contenue. Soudain, il s'arrêta. Un pas faisait crisser le gravier du jardin. Il se retourna, la porte s'entr'ouvrit, et un homme de haute taille parut sur le seuil. C'était Scott, seulement Scott, son médecin. « Ah, je vois, fit le docteur. Voilà où vous venez vous cacher tous les soirs. Salut, Scott. Je passais et me suis arrêté pour prendre de vos nouvelles, dit le docteur. Comme je n'ai trouvé personne à la maison, j'ai poussé jusqu'ici. Et cette gorge, toujours douloureuse? Non, plus du tout. Puisque je suis là, laissez-moi y jeter un coup d'œil. Mais non, docteur, ne prenez pas cette peine, je me porte à merveille. Le docteur se rendit compte de la tension qui régnait dans la pièce. Ses yeux se portèrent sur le coffre noir, puis sur Klausner. « Vous avez oublié d'enlever votre chapeau, remarqua-t-il. « Vraiment ?» répondit Klausner en retirant son couvre-chef pour le poser sur la table. S'approchant, le docteur se pencha pour scruter l'intérieur de la caisse. « Qu'est-ce que c'est? Vous fabriquez une radio ?»« Non, je bricole, ça fait passer le temps. »« Il est compliqué, votre bricolage. »« Oui, » répondit Klausner, distrait et tendu. « Drôle de truc. Un peu effrayant, non ? » ?»« Non, ce n'est rien, une idée que j'ai eue. »« Oui ? » ?»« Une expérience sur le son, voilà tout. »« Bon Dieu, mon pauvre ami, vous n'en avez pas par-dessus la tête du son, avec le métier que vous faites ? » ?»« J'aime le son. Ça m'en a tout l'air. » Se dirigeant vers la porte, le docteur se retourna et dit « Je suis ravi que votre gorge ne vous tracasse plus. » Mais il ne se décidait pas à partir, regardant le coffre. La complexité de son contenu l'intriguait. À quelle recherche pouvait bien se livrer ce bizarre malade ? « Mais enfin, dit-il, à quoi destinez-vous cet appareil ? J'avoue que vous avez piqué ma curiosité. » Les yeux de Klausner allèrent du docteur au coffre noir, et, levant la main, il se gratta lentement le lobe de l'oreille droite. Il y eut un silence. Souriant, le docteur attendait près de la porte. « Je veux bien vous l'expliquer, si la chose vous intéresse. » Une deuxième pause, et le docteur comprit que Klausner hésitait, ne sachant par où commencer. Se dandinant d'un pied sur l'autre, mal à l'aise, il tirait sur le lobe de son oreille en regardant à terre. Enfin, très lentement, il parla. « Voilà ce que c'est. La théorie, en vérité, est simple. L'oreille humaine, vous savez qu'elle ne peut tout entendre. Certains sons, trop graves ou trop aigus, lui échappent. »« Oui, oui, » dit le docteur. « En 2 mots, nous sommes incapables d'entendre toute note qui dépasse 15 000 vibrations par seconde. Le chien a l'oreille plus fine que nous, puisqu'il perçoit la note d'un sifflet, on en trouve dans le commerce, que l'homme n'entend pas. Oui, j'en ai déjà vu. Sûrement.
Montez plus haut que le sifflet, vous avez une autre note, une vibration si vous aimez mieux. Mais je préfère dire note, que vous n'entendez pas non plus, et ainsi de suite, une autre, puis une succession ininterrompue de notes, jusqu'à l'infini. Il en est une, ah si seulement nous pouvions l'entendre, qui atteint 1 million de vibrations par seconde. La suivante, 1 million de vibrations de plus, toujours plus loin, dépassant les chiffres que l'homme peut concevoir, jusqu'à l'infini, l'éternité, au-delà des étoiles. Klausner s'animait en parlant. Chétif, nerveux, secoué de tics, il gesticulait sans cesse. Le visage était lisse, pâle, presque blafard, les yeux gris clair, divergents, à l'expression égarée, lointaine, clignotaient derrière des lunettes cerclées de métal. Frêle, contracté, ce petit bout d'homme était tout à la fois rêveur, agité et frémissant. Quel être lointain, se disait le docteur en regardant ce visage exsangu et ses yeux délavés. Oui, quel être lointain, perdu à des milliers de lieues, comme si l'âme s'était envolée à une distance incommensurable du corps. Le docteur attendait la suite de l'explication. Klausner soupira, joignit les mains et les serra très fort l'une contre l'autre. « Je crois, dit-il plus lentement, qu'il existe autour de nous un univers sonore qui nous est fermé. Dans ces régions inaccessibles et vertigineuses, qui sait, des accords nouveaux, bouleversants, résonnent peut-être. Des harmonies subtiles, des dissonances stridentes et sauvages, une musique envoûtante qui nous rendrait fous si seulement nos oreilles étaient accordées pour l'entendre. Des musiques inouïes. Tout est possible. Possible, dit le docteur, mais peu vraisemblable. Vous n'en savez rien, rien. Klausner montra du doigt une mouche posée sur une bobine de fil de cuivre. Regardez cette mouche, quel bruit fait-elle en ce moment? Qui vous dit qu'elle n'émet pas un sifflement perçant? Elle coasse peut-être, aboie, chante même, sur un registre que vous n'entendez pas. Elle a une bouche, non? Elle a un gosier. Sur le pas de la porte, la main sur la poignée, le docteur regarda la mouche et sourit. Eh bien, je pense que vous en aurez bientôt le cœur net. Récemment, continua Klausner, j'ai réussi à fabriquer un instrument simple qui m'a révélé l'existence de toute une gamme de sons curieux et normalement inaudibles. Que de fois, assis devant cet appareil, j'ai vu l'aiguille enregistrer des vibrations que mon oreille ne percevait pas. Voilà les sons qui m'intéressent. Je voudrais savoir qui les émet, d'où ils proviennent. Et, grâce à cette machine, dit le docteur, vous espérez capter tous ces bruits. C'est possible. Je n'ai pas encore réussi, mais je viens de la modifier, et ce soir je recommence. Cette machine, ajouta Klausner en la touchant, est destinée à capter les ultrasons, inaudibles à l'oreille humaine, et à les convertir en gammes perceptibles. Elle marche à peu près comme une radio. C'est-à-dire? C'est simple. Supposons que je veuille écouter le cri de la chauve-souris, son assez aigu, 30 000 vibrations par seconde. En admettant qu'une chauve-souris vole autour de cette pièce, je n'ai qu'à régler mon appareil à 30 000 vibrations, et j'entends alors clairement le cri de la chauve-souris. Je suis même capable de discerner la note exacte. Fa dièse, si bémol, n'importe, mais sur un registre plus bas. Vous saisissez? Et vous comptez faire une expérience ce soir? Demanda le docteur, les yeux fixés sur la sinistre boîte noire. Oui. Eh bien, bonne chance. Jetant un regard à sa montre, il s'écria. Mon Dieu, il faut que je me sauve. C'est gentil de m'avoir mis dans le secret, je vous remercie. Je passerai un de ces jours pour apprendre le résultat de vos essais. Au revoir. Le docteur sortit en refermant la porte. Pendant un long moment, Klausner s'activa à l'intérieur de la caisse noire. Se redressant enfin, il murmura d'une voix contenue et surexcitée. Allons-y, essayons encore. Emmenons-la dans le jardin pour voir si la réception est meilleure dehors. Soulevons-la. Attention. Dieu, qu'elle est lourde. Gêné par son fardeau, il dut retourner le poser sur l'établi pour pouvoir ouvrir la porte. Il réussit enfin, au prix de 1000 difficultés, à transporter la machine au jardin, où il la déposa avec précaution sur une table de bois, au milieu d'une pelouse. Puis, il retourna à la cabane, chercher des écouteurs,
qu'il plaça sur ses oreilles. Ses gestes étaient précis, adroits. Très ému, il haletait et s'adressait de petites paroles encourageantes. On aurait dit qu'il avait peur que la machine ne marchât pas, peur aussi de ce qui arriverait si elle marchait. Debout dans le jardin, près de la table, blême et malingre, il avait l'air d'un vieil enfant rachitique, affublé de besicles. Le soleil s'était couché. Pas l'ombre d'un souffle, ni d'un bruit. Tout était calme. Dans le jardin voisin, un panier à fleurs au bras, une femme allait et venait. Par-dessus la clôture basse, machinalement, il la suivit des yeux. Se penchant ensuite vers sa machine, il tourna le bouton de mise en marche. La main gauche sur le contrôle de puissance, de la droite, il actionnait une petite aiguille au centre du tableau, comme sur un poste de radio. Des bandes de chiffres allaient de 15 000 à 1 million. La tête sur l'épaule, grave et concentré, il fit tourner l'aiguille autour du cadran, lentement, si lentement que le mouvement était à peine visible. Dans ses écouteurs, il entendit un léger craquement intermittent. Derrière ce craquement, le bourdonnement sourd de la machine. Mais en dehors de ces deux bruits, rien. Il éprouva soudain une impression étrange et fantastique. Ses oreilles lui semblèrent se tendre démesurément. Reliées à sa tête par des fils, elles s'allongeaient comme des tentacules et s'élevaient toujours, pour atteindre ces régions secrètes et interdites des ultrasons, où jamais encore oreille humaine n'avait pénétré. L'aiguille, imperceptiblement, bougeait sur le cadran. Soudain, un cri strident, atroce. Klausner sursauta, empoignant les bords de la table. Ses yeux firent le tour du jardin, comme s'il cherchait l'auteur de ce bruit insolite. Hormis sa voisine, et ce ne pouvait être elle, personne. Elle se penchait pour couper des roses jaunes qu'elle déposait dans sa corbeille. De nouveau, ce cri, désincarné, inhumain, aigu, bref et glacé. La note avait une qualité bizarre, métallique, sur un ton mineur, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Il regarda encore autour de lui, cherchant à en deviner la provenance. Pas un être vivant en dehors de sa voisine. Il la regarda. Elle allongeait un bras armé de ciseaux et, d'un coup sec, coupa une rose. Encore ce cri. Il l'avait entendu au moment précis où la femme avait tranché la tige. La voisine se redressa, mit les ciseaux dans la corbeille avec les roses et prit le chemin de sa maison. « Madame Sanders !» Klausner criait, sa voix grêle décuplée par l'émotion. « Ohé, Madame Sanders !» Surprise, la femme fit volte-face. Elle vit son voisin, debout sur la pelouse, petite silhouette grotesque coiffée d'écouteurs, qui agitait les bras avec frénésie. Sa voix lui parut anormale, perçante et trop forte. Elle eut peur. « Coupez encore une rose. Je vous en conjure, coupez vite !» Elle le regardait sans comprendre. « Mon Dieu, monsieur Klausner, mais qu'y a-t-il ? Faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Coupez encore une rose. » Madame Sanders avait toujours trouvé son voisin un peu bizarre, mais à présent, elle se demandait s'il n'avait pas perdu la tête. Alarmée, elle songea à tout lâcher pour courir chercher son mari. « Non, se dit-elle, il est inoffensif. Il ne faut pas le contrarier, voilà tout. »« Mais oui, monsieur Klausner, si cela vous fait plaisir. » Prenant les ciseaux, elle se pencha et coupa une nouvelle rose. À l'instant même, Klausner entendit dans les écouteurs le cri atroce, inhumain. Enlevant son casque, il courut à la clôture qui séparait les deux jardins. « C'est bien, ça suffit. N'en coupez plus surtout, n'en coupez plus. » Immobile, une rose jaune à la main, la voisine ouvrait de grands yeux. « Il faut que je vous apprenne quelque chose, Madame Sanders, quelque chose que vous aurez peine à croire. » Les mains appuyées à la clôture, il se pencha, la fixant à travers les verres épais de ses lunettes. « Ce soir, vous avez coupé toute une corbeille de roses. Vous avez passé vos ciseaux à travers des choses vivantes. Et, chaque fois que vous coupiez une tige, la pauvre rose assassinée poussait un cri atroce. Le saviez-vous, Madame Sanders ? » « Non, » répondit-elle. « Je ne m'en doutais certes pas. »« Et c'est pourtant la vérité !» Essoufflé, le cœur battant, il s'efforçait de contrôler son émotion. « J'ai entendu leurs cris.
À chaque coup, elles ont hurlé de douleur. Un son très aigu, à peu près 32 000 vibrations à la seconde. Vous ne pouviez pas le percevoir, mais moi, je l'ai entendu. Comme c'est intéressant, monsieur Klausner. Elle décida de compter jusqu'à 5 avant de courir vers la maison. Vous auriez le droit de me dire, un rosier n'a ni système nerveux ni voix. Comment peut-il crier? Vous auriez raison, j'en conviens. Il n'en a pas. En tout cas, pas comme les humains, c'est vrai. Mais après tout, qu'en savez-vous, madame Sanders? Et, se penchant par-dessus la clôture, il lui chuchota, la regardant dans le blanc des yeux avec une expression farouche. Comment savez-vous qu'un rosier ne souffre pas lorsqu'on coupe sa tige, autant que vous, si l'on vous tranchait les poignets avec un gros sécateur? Qu'en savez-vous? Hein? Après tout, il est vivant, lui aussi. Non? Oui, monsieur Klausner, oui. Bonne nuit. Sans attendre son reste, elle fila brusquement, courant à toutes jambes vers sa maison. Klausner retourna à sa machine, coiffa les écouteurs et se remit aux aguets. Rien que les craquements et le bourdonnement sourd de l'appareil. Alors il se baissa, choisit sur le gazon une petite pâquerette, la saisit et tira pour l'arracher. Dès qu'il saisit la tige entre le pouce et l'index, et jusqu'à ce qu'il eût arraché la fleur, il entendit dans les écouteurs un son à peine perceptible, très aigu, étrangement inanimé. Il recommença l'expérience avec une autre pâquerette. Encore ce cri, mais il n'était pas sûr qu'il exprimât la douleur. Non, plutôt la surprise. Mais était-ce bien de la surprise? Dans ce cri, aucune trace d'émotion qui fût connue des hommes. C'était un cri neutre, atone, une seule note, qui n'exprimait rien. C'était pareil pour les roses. Il avait eu tort d'imaginer qu'elles avaient crié de douleur. Sans doute, les fleurs n'éprouvaient-elles pas la douleur, mais autre chose, une sensation impossible à décrire dans les limites du langage humain. Klausner se redressa et enleva les écouteurs. La nuit était venue, et les fenêtres des maisons voisines scintillaient de lumière. Prudemment, il souleva la lourde caisse noire pour la rapporter sur l'établi dans la cabane. Puis, ayant fermé la porte à double tour, il se dirigea vers la maison. Le lendemain, à l'aube, à peine habillé, Klausner courut à la cabane. Soulevant la lourde machine, il la cala sur sa poitrine et, titubant sous le poids, la porta dehors. Il franchit le portail, traversa la route et gagna le parc. Là, il s'arrêta au pied d'un grand hêtre. Ayant posé la machine par terre, il retourna chez lui rapidement pour prendre une hache dans la cave à charbon. Il revint à l'arbre et la posa près du tronc. Il regarda ensuite attentivement autour de lui, pour s'assurer qu'il était seul. Ses yeux clignotaient derrière les verres épais de ses lunettes. Il était 6 heures du matin, tout était calme. Les écouteurs aux oreilles, il mit la machine en marche et reconnut le bourdonnement familier. Puis, se saisissant de la hache, les jambes écartées, il se mit en position, et d'un seul coup frappa l'arbre près de sa racine. Aussitôt, Klausner entendit un bruit extraordinaire, un son jamais entendu, clameur géante, rauque et sans timbre, à la fois plainte et mugissement. Différent du cri bref de la rose, ce gros sanglot dura plus d'1 minute, atteignant son ampleur au moment où la hache entama le bois, pour s'éteindre graduellement et mourir. Horrifié, Klausner ne pouvait détacher ses yeux de l'endroit où la hache avait pénétré dans le bois tendre. Avec d'infinies précautions, il libéra l'outil et le jeta sur le sol. Puis, passant les doigts sur les bords de l'entaille, il essaya vainement de rapprocher les lèvres béantes de la plaie, en murmurant d'une voix désespérée. « Arbre, ô arbre, pardonne-moi, tu guériras, tu verras. » Il resta là un long moment, les mains caressant le tronc du hêtre. Soudain, il se détourna, quitta le parc à grands pas en direction de sa maison. Chez lui, il se dirigea rapidement vers le téléphone, consulta l'annuaire et appela le docteur. Le récepteur d'une main, de l'autre il pianotait sur la table, avec impatience. À l'autre bout du fil, il entendit la sonnerie, puis un déclic, et une voix brouillée de sommeil. « Allô? Oui? Docteur Scott? Oui, lui-même. Docteur, il faut venir tout de suite, je vous en prie.
Mais qui me demande? Moi, Klausner. Vous vous rappelez, docteur, ce que je vous ai dit hier soir, au sujet de mes expériences, et comment j'espérais obtenir... Oui, oui, mais qu'est-ce qui arrive? Êtes-vous malade? Non, je ne suis pas malade, mais... Comment vous n'êtes pas malade? Et vous me réveillez à 6h30 du matin? Docteur, je vous supplie de venir. Faites vite, je veux que quelqu'un l'entende. Je ne puis en croire mes oreilles, cela me rend fou. Le médecin perçut la tension nerveuse, presque hystérique, dans la voix de son interlocuteur. Ce ton, il l'entendait seulement lorsque les gens lui téléphonaient pour dire « Venez vite, un accident est arrivé ». Il répondit d'une voix lente, en appuyant sur les mots. « Vous voulez vraiment que je sorte du lit pour venir ?»« Oui, tout de suite. Dépêchez-vous, docteur. » « Très bien, j'arrive. » Klausner s'assit auprès du téléphone pour attendre. Il tenta, mais en vain, de se rappeler le cri de l'arbre. Il savait seulement que c'était une clameur déchirante qui l'avait glacé d'horreur. Il essaya ensuite d'imaginer le cri d'un homme dans la même situation, rivé au sol, tandis qu'une lame acérée pénètre profondément sa chair et la fouille. Crierait-il comme l'arbre? Non, sûrement pas. La plainte de l'arbre avait un ton inhumain et désincarné, qui était insupportable. Alors, Klausner rêva à d'autres choses animées, à un champ de blé aux lourds épis dorés et vivants. Il imaginait la faucheuse, abattant d'un seul coup 500 têtes à la seconde. Oh mon Dieu! À quoi pouvait ressembler ce bruit-là? 500 épis de blé hurlant tous à la fois, et 500 autres épis tombant à leur tour sous la faux? Non, non, se dit-il. Comment pourrais-je approcher un champ de blé avec ma machine pendant les moissons? Jamais plus je ne pourrais manger de pain. Mais les oignons, les carottes, les choux, les pommes de terre, et les pommes? Ah mais non, pour les pommes c'était autre chose. Elles tombaient toutes seules, une fois mûres. Pourvu qu'on ne les arrachât pas à leurs branches, il était tranquille pour les pommes, mais pas du tout pour les pommes de terre. De même que la carotte, le chou et l'oignon. La pomme de terre devait sûrement crier. Il entendit cliqueter le loquet du portail et s'élança au dehors. Il aperçut la haute silhouette du docteur qui remontait l'allée, sa serviette à la main. « Eh bien, dit le docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Venez avec moi, docteur, je veux que vous l'entendiez vous aussi. Je vous ai appelé parce que vous êtes le seul à qui j'ai tout raconté. C'est là-bas, de l'autre côté de la route, dans le parc, que nous devons nous rendre. » Le docteur dévisagea Klausner. Pas le moindre signe de folie ou d'hystérie. Il était simplement ému et surexcité, mais maître de lui. Traversant la route, ils gagnèrent le parc et le grand hêtre. Le cercueil noir et la hache gisaient toujours à ses pieds. « Tiens, pourquoi avoir apporté votre machine jusqu'ici ?» demanda le docteur. « Il me fallait un arbre. Je n'ai pas de grands arbres dans mon jardin. »« Et la hache ? Vous le saurez bientôt. Voulez-vous, s'il vous plaît, mettre ces écouteurs à vos oreilles? Faites bien attention et notez bien tout ce que vous entendrez, pour me le décrire avec précision. » Le docteur prit le casque et, souriant, le mit en place. Klausner se pencha vers l'appareil et tourna le bouton. Puis, il souleva la hache, se mit en position les jambes écartées. Il hésita et demanda au docteur. « Entendez-vous quelque chose ?»« Quoi, par exemple ? Entendez-vous un bruit ? » ?»« Rien qu'un bourdonnement. » Klausner, debout, la hache en main, ne se décidait pas à frapper. Le souvenir du cri de l'arbre le troublait. « Qu'attendez-vous » demanda le docteur. « Rien, » répondit-il, balançant la hache pour frapper. Au même instant, il eut la sensation que le sol bougeait sous ses pieds, comme si les racines du hêtre tressaillaient. Il était trop tard pour arrêter son élan. La hache retomba, et son taillant se planta dans le tronc. Soudain, on entendit un terrible bruit de bois qui se fend et le froissement de feuillage. Les deux hommes levèrent la tête, et le docteur cria. « Attention, sauf qui peut, garez-vous !» Arrachant ses écouteurs, il courut se mettre à l'abri. Cloué sur place, Klausner vit une maîtresse branche, longue d'au moins 60 pieds, s'incliner lentement et, dans un fracas assourdissant, se briser à l'enfourchure. Il l'évita de justesse par un saut de côté. La branche tomba sur la machine et la réduisit en miettes. « Juste ciel !» s'écria le docteur qui revint en courant. « Vous l'avez échappée belle. J'ai cru qu'elle vous écrasait. »
Les yeux fixés sur l'arbre, son visage lisse figé de terreur, Klausner marcha vers le hêtre à pas lents et réussit, avec douceur, à libérer la cognée. « Vous l'avez entendu, n'est-ce pas » chuchota-t-il d'une voix à peine perceptible en s'adressant au docteur. Encore essoufflé par la course et l'émotion, le docteur demanda « Entendu quoi ? N'avez-vous rien entendu dans les écouteurs au moment où la hache a frappé ?» Le docteur se gratta la nuque. « Eh bien, à dire vrai... » Il hésita, fronça le sourcil, se mordilla la lèvre. « Non, je n'en suis pas certain. Je n'ai pas gardé les écouteurs assez longtemps, une seconde à peine après le coup de hache. »« Oui, mais... n'avez-vous rien entendu quand même ?»« Je ne sais pas, » répondit le docteur. « Je ne peux pas affirmer que j'ai entendu quelque chose. Probablement le bruit de la branche qui se fendait. » Il parlait vite, d'un ton irrité. « Mais à quoi ressemblait ce bruit ?» Klausner, penché vers lui, regardait le docteur au fond des yeux. « Dites-moi à quoi il ressemblait exactement. »« Au diable si je le sais. Je n'avais qu'une idée, sauver ma peau. Allons, laissons cela. Docteur, je vous répète, à quoi ce bruit ressemblait-il ? Eh, nom d'une pipe, comment voulez-vous le savoir ? Cette masse énorme, presque la moitié de l'arbre, menaçait de me tuer et je ne pensais qu'à me mettre à l'abri. » Pas de doute. Le médecin était nerveux. Klausner le sentait. Pendant 30 secondes, il le dévisagea sans un mot. Mal à l'aise, le docteur se dandinait d'un pied sur l'autre. Il haussa les épaules et fit demi-tour pour s'en aller. « Eh bien, remarqua-t-il, je crois qu'il est temps de rentrer. »« Écoutez-moi, » fit le petit homme, son visage pâle soudain empourpré. « Écoutez-moi, docteur, il faut d'abord me recoudre ça. » Il montra du doigt l'entaille dans le tronc du hêtre. « Il faut le recoudre. Vite !»« Allons, assez de bêtises, » fit le docteur. « Faites ce que je vous dis. » Klausner serrait le manche de la hache et sa voix basse avait pris une inflexion étrange, presque menaçante. « Ne soyez pas ridicule, » répondit le docteur. « Comment voulez-vous que je recouse le bois ? Allons, rentrons. »« Alors c'est vrai ? Vous ne pouvez pas recoudre le bois ? » ?»« Non, c'est impossible. »« Avez-vous de la teinture d'iode dans votre trousse ? » ?»« Admettons que j'en ai. Et alors ? Il faut badigeonner la plaie avec de l'iode. Ça pique, mais on ne peut pas l'éviter. »« En voilà assez, » fit le docteur. Et il fit mine de s'éloigner. « Allons, assez de sottises comme ça. Retournons à la maison et ensuite, badigeonnez-moi cette plaie à l'iode. » Le docteur hésita. Les mains de Klausner serraient dangereusement la hache. Aucun recours, sinon la fuite, et le docteur ne pouvait s'y résoudre. « Bon, » fit-il, « je vais la badigeonner. » Prenant sa trousse dans l'herbe, à quelques pas de l'arbre, il l'ouvrit, en tira une bouteille d'iode et du coton hydrophile. S'approchant du hêtre, il déboucha le flacon, fit tomber quelques gouttes sur l'ouate et tamponna consciencieusement l'entaille. Du coin de l'œil, il épiait Klausner, qui, appuyé sur sa hache, ne le quittait pas du regard. « Assurez-vous qu'elle est désinfectée bien à fond. »« Oui, » dit le docteur. « Maintenant à l'autre entaille, juste au-dessus de celle-là. » Le docteur obéit, puis il se releva, examina très sérieusement son travail et dit « Ça devrait aller maintenant. » Klausner se rapprocha, observant les deux plaies d'un air grave. « Oui, » dit-il en hochant plusieurs fois sa grosse tête en signe d'assentiment. « Oui, je pense que ça pourra aller. » Et reculant d'un pas. « Vous viendrez demain y jeter un coup d'œil. »« Mais oui, bien entendu. Et vous remettrez un peu d'iode. »« Si c'est nécessaire, oui. »« Merci, docteur. » Klausner hocha encore la tête, laissa retomber la hache et sourit. Son sourire avait quelque chose de farouche et d'exalté. En un clin d'œil, le docteur fut à ses côtés. Il le prit doucement par le bras en disant « Venez maintenant, il faut partir. » Et ils s'éloignèrent tous deux, à pas silencieux et rapides, traversant le parc et la route pour retourner à la maison.